Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information dont voici les titres. Un nouveau programme économique et financier d'1,5 milliard de dollars étalé sur 3 années. C'est le nouvel accord signé entre le ministère des Finances et du Budget et le Fonds monétaire international. Installation du tout premier satellite du Sénégal dans un peu plus d'un mois. Une forte délégation du Centre spatial universitaire de Montpellier diagnostique les dispositions à prendre avant l'installation. Enfin, remous de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, le député Abambaye, membre de la dite coalition, livre son regard sur la passe d'armes entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Fonds monétaire international FMI et le ministère des Finances et du Budget du Sénégal ont procédé à la signature d'un nouvel accord pour un nouveau programme économique et financier à hauteur d'1,5 milliard de dollars. Ce nouveau programme s'étale sur 3 années, de juin 2023 à juin 2026 et présente 4 axes. Edouard Djemawel, chef de la mission de FMI. Donc, un résumé, je vais vous donner un résumé de ce nouveau programme qui, au fait, porte sur 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la résilience des finances publiques. Comme vous le savez, et probablement je l'ai dit dans le passé, la dette du Sénégal a augmenté ces dernières années, principalement causée par les différents chocs, en commençant par la Covid, puis la guerre en Ukraine, la flambée des prix internationaux sur les produits pétroliers et alimentaires. Le deuxième axe ou pilier, consiste à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Un troisième point aussi sous cet axe, sous ce pilier, c'est le renforcement de la déclaration du patrimoine et l'élargissement de son champ afin que ce soit déclaration de patrimoine et aussi des intérêts. Que ceux qui doivent faire la déclaration doivent aussi déclarer. Le troisième pilier, c'est le pilier de la résilience qui s'axe sur la résilience socio-économique et à travers une poursuite des réformes afin d'améliorer le système de protection sociale et promouvoir surtout le développement du secteur privé. Et puis le dernier axe, c'est l'axe qui se concentre sur le renforcement de la résilience et le changement climatique. Et ça a un rapport avec la seconde facilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, la facilité de résilience et de durabilité. À l'occasion de la signature de cet accord de programme économique et financier, le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, l'occurrence, est revenu sur le taux d'endettement du Sénégal qui a atteint les 76%, un taux qui dépasse largement la norme recommandée par l'UEMOA. Toutefois, le ministre explique pourquoi ce dépassement foncier se fait. Il vous a indiqué que le taux d'endettement est de 76% du PIB. Mais ça, c'est l'endettement global, aussi bien de l'administration centrale que des autres structures parapubliques. Mais il est important de relever que l'endettement au niveau de l'administration centrale, qui est l'endettement qu'on compare entre les pays, par exemple, au sein de l'UEMOA, l'endettement de l'administration centrale est de 68,2% du PIB. Si aujourd'hui, on doit pouvoir faire des comparaisons entre l'endettement du Sénégal et les autres pays de l'UEMOA, les 7 autres pays, on se base d'habitude sur l'endettement de l'administration centrale. Le Sénégal a un niveau sophistiqué de statistiques économiques et sociales, ce qui fait que le Sénégal mesure également l'endettement du secteur parapublic. Et cet endettement du secteur parapublic est de 7,8% du PIB. Donc, je tenais
à apporter des clarifications sur ce taux d'endettement, qu'on puisse véritablement le cerner. Dans un contexte de préparation de la 9e édition de la conférence mondiale sur l'ITIE, prévue les 13 et 14 juin prochains de la capitale sénégalaise, un panel de haut niveau a été organisé ce 11 mai sur la gouvernance dans le secteur extractif. Le but était de réfléchir et d'échanger sur les progrès du Sénégal en matière de transparence dans le secteur minier. Nous suivons professeur Marie-Eva Kolsek, présidente de l'ITIE Sénégal. Nous avons entendu le ministre de la Justice qui nous a parlé plutôt des bénéficiaires effectifs. Cela permet de montrer qu'aujourd'hui, nous voulons au Sénégal lutter contre la corruption, lutter contre le blanchiment d'argent, toutes ces choses qui pénalisent le secteur. Et c'est donc une avancée pour le Sénégal. Nous avons eu également Madame le ministre du pétrole et des énergies, qui a eu à nous faire le point et des avancées sur les différents projets que nous avons, notamment au niveau du pétrole et du gaz. Nous aurons un second panel qui va entrer dans les détails de tout ce qui vient d'être dit. Nous avons également Monsieur le ministre des Mines qui nous a fait le point et qui a répondu à des préoccupations, notamment sur les différents fonds qui existent et qui font qu'aujourd'hui, on penserait que les populations qui sont autour des mines pourraient se sentir un peu plus, non seulement valorisées, mais également, comme on dit en Wolof, et il y a des retards, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir permettre notamment aux maires de jouer leur partition. Je vous l'annonçais dans le sommaire, une délégation du Centre spatial universitaire de Montpellier effectue une visite à la Cité du Savoir pour tousser, n'est-ce pas, du doigt sur l'état d'avancement des travaux du centre de contrôle qui doit abriter le tout prochain satellite du Sénégal. Il était également question de diagnostiquer les dispositions à prendre avant l'installation du centre à la fin du mois de juin prochain. Le Centre spatial universitaire de Montpellier s'est engagé aux côtés du Sénégal dans ce projet parce qu'il était à la fois ambitieux, il était utile et il était intelligent. Ambitieux parce qu'il s'agit de lancer le premier satellite du Sénégal et en tant que centre spatial leader en France, nous avons déjà lancé 5 satellites, nous étions capables d'apporter cette expertise. Utile parce qu'il va permettre aux populations de recevoir des alertes et de bénéficier de toute l'aide qu'on peut leur apporter sur la problématique de l'eau, qui est une problématique que nous partageons également actuellement dans le sud de la France avec une grosse pénurie d'eau. Et enfin, intelligent parce que c'est un projet qui a misé sur la formation des jeunes et de ce point de vue-là, c'est totalement légitime que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui le porte, puisque le but ultime de ce projet, c'est de former les étudiants aux techniques du spatial. Et donc ce centre permettra de continuer à former avec l'appui des écoles d'ingénieurs du Sénégal comme l'ESP, l'IPSL, le Saint-Louis, l'EPT qui nous auront accompagnés aujourd'hui et donc pouvoir former des jeunes qui vont sortir de ces écoles-là pour embrasser le métier du spatial et donc ils viendront ici effectivement pour pouvoir maintenant travailler avec nous et pouvoir s'entraîner et pourquoi pas plus tard intégrer le centre ou bien voilà, aller monter d'autres choses autour. La principale coalition de l'opposition attire les attentions depuis quelques jours sur la scène politique nationale, avec notamment les positions contraires sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État le 3 avril dernier. À ce sujet, une passe d'armes a été notée entre le leader de PASTEF et le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Le député Ababakar Mbaye, membre de la dite coalition, a aussi livré son regard sur la question. Suivez. Les difficultés font partie de la vie. La différence, c'est seulement la capacité que les hommes ont à les surmonter quand l'essentiel est en jeu. Moi, je ne comprends pas dans ce pays-là pourquoi les gens ont autant peur du débat, des idées, ont même peur des crises. Et vous savez, même toutes les grandes transformations sont sorties d'une crise. Pourquoi le monde attend? Parce qu'il y a une crise en Ukraine.
Si vous avez l'occasion de voyager, vous voyez à quel point le monde a changé. À cause quoi? À cause d'une crise sanitaire. Pourquoi les gens ont peur des crises? Le plus important, c'est d'en tirer les enseignements. Vous savez, le Sénégal est au croisement d'importants changements. C'est une transition générationnelle qui est en train de se passer. Il y a des caciques qu'on a connus depuis l'indépendance qui sont partis. Tanor est parti, Niasse est parti. Macky a gouverné en étant un cheval entre ces deux générations-là. Aujourd'hui, c'est cette nouvelle génération qui arrive. Donc, c'est une génération qui doit savoir c'est quoi ces défis. Ces défis, ce n'est pas d'avoir de bonnes idées, d'avoir le bon projet. C'est déjà d'avoir le bon comportement. Des idées, il y en a eu dans ce pays. Des bonnes intentions, il y en a eu dans ce pays. Qu'est-ce qui fait que quand on a de bonnes intentions dans l'opposition, quand on est au pouvoir, ça change? C'est le moment pour nous d'interroger notre rapport à nos leaders, notre rapport au travail, notre rapport à la performance, notre rapport à la sincérité. J'ai récemment critiqué le communiqué de Yewwi. Des gens me sont tombés disant comment tu as osé critiquer le communiqué Yewwi. Mais si nous, on n'est pas capable de critiquer nos leaders quand ils sont dans l'opposition, quand est-ce qu'on va les critiquer? Quand ils sont au pouvoir? À présent, l'actualité hors de nos frontières que nous démarrons au Mali. Pour seulement l'année 2022, l'armée malienne, les forces armées maliennes donc, aurait exécuté 500 personnes selon les Nations Unies. La France, aux côtés de la Côte d'Ivoire, réaffirme encore une fois son engagement à lutter contre le djihadisme dans le pays. Les Nations Unies ont accusé l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération anti-djihadiste à Moura, dans le centre du pays. Le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme est basé sur une enquête de la Division des droits de l'homme de la mission de Casque Bleu au Mali depuis 2013. Le texte rapporte l'arrivée le 27 mars en fin de matinée des soldats maliens et de leurs alliés dotés de 5 hélicoptères alors qu'une foire aux bestiaux a attiré des milliers de civils venus s'approvisionner en prévision du Ramadan. Il indique également que les événements survenus à Moura font l'objet de versions contradictoires depuis plus d'1 an. Ces agissements pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a communiqué le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Ces allégations ont été jugées infondées par l'armée et par le ministre malien de la Réconciliation nationale. Une enquête de la justice militaire malienne est en cours. La France, plus que jamais engagée dans la lutte contre le terrorisme aux côtés de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a tenu à réaffirmer la secrétaire d'État française au développement Chrysoula Zakharopoulou lors de son déplacement à Jacquesville. C'est ici que se trouve l'Académie de lutte anti-djihadiste. Créée en 2021 par la France et la Côte d'Ivoire, elle forme des militaires africains. Et pour ce faire, au mois de juillet l'année dernière, il s'est tenu à Paris une conférence pour la mobilisation de fonds pour cette deuxième phase. La moisson a été fructueuse, d'autant plus que l'Union européenne s'est engagée à contribuer pour une dizaine de millions d'euros pour la deuxième phase. Vous pouvez toujours compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet. Et vous savez très bien, nous sommes plus que jamais engagés aux côtés de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'un des derniers partenaires de la France dans la lutte anti-djihadiste depuis le départ des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Ces deux pays, confrontés aux violences terroristes, ne sont pas autorisés à profiter des formations de cette académie, selon le ministre ivoirien de la Défense. Sport à présent pour fermer cette édition. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans pour démarrer. Les Lionceaux affronteront le Burkina Faso ce dimanche 14 mai en demi-finale de la compétition. Après avoir tout écrasé sur leur passage, les poulains de Serigne Salou Dia tenteront de hisser le Sénégal à la grande finale pour une toute première fois. Les Guéropas sur le vieux continent et demi-finale alliée. Bien sûr, la Juventus arrache un match nul à la dernière seconde à domicile face au FC Séville. Les Andalous ont bu partout alors que la Roma, elle, de son côté, a fait le job face au Bayer Leverkusen en remportant le match sur le score d'1-0. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout un plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. D'informations continues sur tinfoafrica-mac.com.